Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on accueille Canela Hostal, fondatrice de la marque Canela Hostal et directrice artistique. Canela, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, et merci encore de m'avoir ici aujourd'hui. Avec grand plaisir. Donc je suis Canela de Canela Hostal. Je suis française et je suis basée maintenant à Dubaï depuis plus de 16 ans. Donc ça fait quand même pas mal de temps que je suis ici et ça fait maintenant très très longtemps que j'ai mes racines, que j'apprécie la vie de Dubaï et que je ne veux surtout pas rentrer en France. Super, c'est une très belle présentation. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours, même personnel ou professionnel? Donc quand je suis arrivée à Dubaï, j'avais à peu près 15 ans. Je suis arrivée, j'étais encore je sais plus maintenant ce qu'on sait, mais c'est en première. Donc j'étais à l'école française de Sharjah à cette époque-là. Donc j'habitais à Sharjah, Dubaï était encore autre chose. Mais donc Sharjah c'est dans un autre émirat des Émirats. Et après ça, moi ma passion ça a toujours été la mode depuis que je suis toute petite. Je pense que c'est quelque chose que j'ai dans les gènes, parce que ma grand-mère était aussi dans la mode. Et depuis que j'avais 7 ans, je voulais être styliste de mode. Et j'ai toujours dit à mes parents, moi, quoi qu'il en soit, je veux faire l'école de mode S-Mode. Je ne sais pas si vous connaissez. S-Mode est une école qui a différents établissements dans le monde, dont à Paris, à Lyon, à Roubaix et autres, plus 22 autres dans le monde entier. D'accord. Et le jour où on finit la terminale, où on est au milieu de terminale, et on dit bon alors quel est ton parcours, qu'est-ce que tu veux faire? Moi je veux rentrer dans l'école S-Mode. Donc j'en ai parlé avec mes parents m'ont dit écoute, il n'y a pas de souci, regarde dans les alentours, autour de nous, le Liban, peut-être l'Arabie Saoudite, autour de nous, s'il n'y a pas des écoles de mode qui pourraient être intéressantes. J'ai rien trouvé. Donc à ce moment-là, j'en ai parlé avec mes parents et je leur ai dit moi je veux rester ici, il n'y a pas moyen de rentrer en France, ça c'est pas possible. Et donc on était au mois de mars et au mois de septembre, octobre, S-Mode Dubaï est apparu. Et donc là, j'ai dit, c'est l'opportunité, je veux rentrer dans cette école. Donc voilà, j'ai été une des premières étudiantes, surtout j'étais la seule française à faire S-Mode Dubaï, parce qu'on était à peu près 20 élèves, mais il n'y avait aucune française excepté moi. Bizarre. Donc voilà, donc j'ai fait S-Mode, j'ai fait ce qu'on appelle un Bachelor of Arts, qui est un programme pour 3 ans. Après ça, j'ai fait un master en fashion marketing. Parce qu'une fois qu'on a l'idée ou le process créatif, moi j'avais aussi besoin d'avoir plus le côté marketing, comment vendre, comment se vendre, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Parallèlement, j'ai aussi commencé à donner des cours à S-Mode Dubaï en part-time en tant que prof de style. Et en même temps, j'ai commencé ma marque, donc Canela Hostal, en 2012. D'accord. Donc c'est beaucoup, c'est un beau parcours. Voilà, beaucoup de choses en même temps. Après, un peu plus loin, en 2014, j'ai commencé à ouvrir un atelier de production parce que j'ai trouvé que le marché en manquait énormément et surtout de la qualité. Donc j'ai aussi commencé des nouveaux projets. Voilà, merci. D'accord. Tu parles beaucoup de S-Mode en particulier. Est-ce qu'il y a une particularité ou une spécificité dans cette école qui t'attire plutôt vers celle-ci qu'une autre? À cette époque-là, il n'y avait aucune école de mode à Dubaï. Et c'était vraiment un besoin parce que j'entendais vraiment des gens autour de moi qui étaient intéressés par le design, qui voulaient faire vraiment des écoles de qualité, mais qui n'en trouvaient pas. Donc moi j'ai toujours juré que par S-Mode parce que habitant et étant de Lyon et étant française, S-Mode c'est quand même l'école française de mode à faire parce qu'elle date quand même
1876, si mes souvenirs sont bons. Donc pour moi, c'était vraiment le chemin qui était déjà tout tracé. Donc voilà, puis le fait qu'elle apparaisse comme ça, c'était genre, voilà, c'est un signe. C'est un signe du destin. Ok. Et pour moi qui ne suis pas du tout dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on apprend du coup à l'école? Qu'est-ce que tu as pu faire? Donc, S-Mode se spécifie dans deux choses, qui est le style et le modélisme. D'accord ? C'est une des seules écoles au monde qui fait 50% de style, 50% de modélisme. Quel est le style ? Qu'est-ce que c'est le style ? Le style, donc c'est le stylisme, c'est là où on va apprendre vraiment à déjà trouver l'inspiration, comment traduire cette inspiration sur des dessins, apprendre à dessiner des silhouettes, comprendre les matières, comprendre comment colorier, comment apprendre à faire un corps, les proportions, pouvoir préparer un dossier ou un fichier qu'on va pouvoir donner à un atelier de production ou à une manufacture qui va vous faire les vêtements. Voilà, c'est vraiment tout ça. Ça, c'est le côté style, c'est plus le côté créatif, le processus créatif. Et après, le côté modélisme, c'est plutôt j'ai mon dessin, voilà, je veux faire ça, voilà, ce que je porte, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc c'est passer par faire une construction, faire un patron, passer à la couture, pouvoir couper le tissu, savoir quelle est la bonne texture qui va aller pour ce look-là, par exemple, les finitions, choisir les boutons, voilà, c'est tout ce que ça englobe. Et en fait, d'une idée qui est dans la tête, on arrive à avoir quelqu'un qui porte le vêtement. La réalisation, voilà. Tout de A à Z. Exactement. Donc vraiment une école complète. Je voulais revenir sur un moment où tu avais parlé de Dubaï Sharjah. Tu as dit Dubaï n'était pas encore ce que c'était. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'était Dubaï il y a 15-16 ans et qu'est-ce que Dubaï maintenant? Alors il y a 15-16 ans, Dubaï, GBR n'existait pas. D'accord. Par exemple, pour aller, moi je me souviens, donc, quand on est arrivé, vraiment le jour J arrivé, on était à l'hôtel Hilton de Dubai Creek et c'était déjà un endroit qui était déjà très peuplé, beaucoup de gens, beaucoup de monde, mais c'est vrai que si on voulait aller se baigner entre guillemets, il fallait qu'on aille vers JBR et à cette époque-là il y avait deux hôtels, il y avait le Sheraton et le Hilton. Et pour aller jusqu'à là-bas, il y avait une seule route qui séparait entre guillemets le désert et qui était à double sens. D'accord. Maintenant, quand on voit ce qui se passe entre Sheikh Zayed Road et tous les buildings qui s'y sont construits, c'est vraiment une différence. Mais c'est surtout que en fait, là où il y a eu beaucoup de changements, c'est aussi en termes de population. Avant, il y avait beaucoup, entre guillemets, moins de monde. Il y avait toujours des expats, mais un peu moins. Et donc en fait la vie était différente, mais j'ai envie de dire moi aussi j'étais plus jeune donc je faisais pas forcément les mêmes choses que je fais maintenant. Du coup, d'un point de vue un peu plus personnel, comment as-tu fait ta vie? Si on dit beaucoup que c'est difficile de trouver quelqu'un, que créer une famille ici à Dubaï ça peut coûter cher, ça peut être difficile à construire, donc qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour moi, mon cas, j'en parlerai après, mais c'est vrai que, en fait, pour les gens qui viennent à Dubaï, ils sont souvent envoyés, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça des expats, ils sont souvent envoyés par leur travail et vont rester pour une durée qui est limitée. Donc, après, ils viennent tout seuls, ils viennent avec leur conjoint, pardon. Mais c'est vrai que quand on reste pour une durée limitée, on n'a peut-être pas envie de tout de suite, entre guillemets, serrer les liens avec quelqu'un parce que y a quelqu'un d'autre qui nous attend ailleurs, je suis encore trop jeune. Donc c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre dans les deux sens, aussi bien des hommes que des femmes, que c'était dur de trouver quelqu'un de sérieux à Dubaï par rapport à ce problème-là. Vis-à-vis de moi, j'ai eu on va dire une énorme chance. Quand j'étais justement encore au lycée, j'ai une de mes meilleures amies, en fait, était une princesse de Sharjah, qui est donc émirati, donc, comme on dit ici, qui est locale, dont ses parents l'avaient mis dans une école française pour apprendre le français.
Et en fait, on est devenus très très proches. Et c'est elle qui m'a vraiment fait l'introduction de la culture émirati, culture, religion et explication de ci, explication de ça. Donc pour moi, c'était vraiment, on m'a projeté au milieu vraiment du pays et de la civilisation. Et grâce à ça, depuis que je suis ici, j'ai toujours côtoyé finalement que des Émiratis, aussi bien des hommes, aussi bien que des femmes. Le côté expat pour moi, ou le côté communautaire français ou européen, ça n'a jamais vraiment été quelque chose, même je dirais même intéressant pour moi, parce que quand on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de se mélanger à la population, d'apprendre des autres, de découvrir aussi ce qui se passe, la cuisine, les choses secrètes, les petites anecdotes par exemple de cette époque-là, c'était comment flirter sans qu'on puisse nous voir, parce que forcément les gens ils sont pas autorisés à flirter en face à face à un café comme en France, mais comment on peut flirter ensemble. Donc on allait au cinéma, on se faisait ça dans les voitures, sur la route, quand on conduisait. Sinon, quand on peut pas se parler en face à face, on s'envoie des messages, c'était à cette époque-là par Bluetooth. Enfin voilà, plein de petites anecdotes qui sont, en fait, quand on reprend du recul, on trouve ça, moi personnellement, je trouvais ça très mignon, plutôt que quelqu'un qui t'aborde dans la rue en disant hey, c'est quoi ton numéro, s'il te plaît là, tu me réponds pas. Voilà, je trouve pas ça très romantique, ni même touchant, alors que ce genre de petites choses, je trouvais ça super bien. Bref, donc toutes mes années, j'ai été finalement entourée d'Émiratis. Et donc à la fin, ça c'est fini, que j'en ai donc épousé un. Donc je tiens à dire que oui, c'est possible d'épouser des Émiratis, parce que je sais qu'il y a un nombre de Français ou de francophones, ou même d'Européens en général, qui pensent qu'approcher des locaux, c'est pas possible, aussi bien des hommes que des femmes, je tiens à le préciser. Donc si, c'est tout à fait possible, et maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde entier, les gens, et même les Émiratis, commencent à être de plus en plus ouverts, aussi bien en tenue vestimentaire, qu'aussi bien mentalement, que même voyager ou autre chose. Donc c'est bien pour eux, c'est aussi intéressant pour eux de pouvoir s'exprimer et rencontrer, même pour eux, rencontrer des Européens. C'est très important. J'imagine. Est-ce que du coup, au quotidien, il y a des choses qui sont vraiment complètement contraires ou différentes entre une Française et un Émirati? Est-ce qu'il y a vraiment des zones de friction, ou est-ce que ça se passe alors je ne sais pas si encore à ce moment-là on me considère comme une Française, parce que tous mes amis émiratis tous à me dire bah écoute, t'es peut-être française sur ton passeport, mais dans ta tête t'es comme nous. Enfin, bon, après certes je ne suis pas, c'est pas parce que j'ai épousé un Émirati que je me suis convertie à l'islam. Je respecte les religions dans les deux sens, comme mon mari le fait, mais non, je ne changerai pas. Je suis en plus styliste. Pour moi, si je devais changer même de religion, il faudrait vraiment que je sois dans les clous, on va dire, si je peux dire ça comme ça, et respecter tout ce qui tourne autour de la religion, mais en faisant le travail que je fais, je ne peux pas. Et puis il y a pour aussi d'autres raisons. Je n'ai pas envie de changer ma religion, et puis on s'aime comme ça, on s'est accepté comme ça, donc pourquoi changer alors qu'on est bien comme ça. Donc non, il n'y a pas de friction, on va dire que chacun s'adapte, on parle beaucoup, on échange beaucoup, et puis surtout quand on ne s'est pas juste rencontré, on s'est marié. On a quand même été ensemble pendant 5-6 ans, après on s'est marié, puis voilà, la vie a continué comme c'était. Une belle forme de partage tolérance. Voilà. Bel exemple. On espère. On en a appris beaucoup sur toute la partie personnelle, professionnelle, sur ton parcours ici aux Émirats. Est-ce qu'on peut reparler un petit peu plus de ta marque? Pourquoi t'es-tu lancée et dans quelle optique, quelle vision tu as? La particularité positive de Dubaï, c'est que, du moins à cette époque-là, même ça l'est toujours encore, c'est vraiment une possibilité quand on est styliste de mode. En français on dit styliste de mode, mais en anglais on dit designer, de pouvoir, en fait, pouvoir finir ses études et tout de suite pouvoir commencer sa propre marque. Quelque chose qui ne serait pas du tout possible en Europe. Pourquoi ? Parce qu'en Europe,
on a des charges, il faut ouvrir une entreprise, il faut payer pour ci, payer pour ça, nanana, et tout de suite ça devient énorme. Ça c'est juste pour même créer l'entreprise. Puis après même en termes de la façon de faire les vêtements, les designer, acheter le tissu, etc. Tout ça, ça demanderait un budget énorme. Donc il y en a qui le font, il y en a même qui le font à la maison, mais ça reste encore ce qu'on appelle du bricolage, c'est pas très sérieux. Tandis que l'avantage que l'on a ici, c'est que la façon ne coûte pas très cher, on peut très bien aussi trouver de la bonne qualité. J'ai un atelier, n'oubliez pas. Mais c'est surtout qu'en fait, tout ce qui est création d'entreprise, location, ou même vous pouvez très bien faire aussi des choses chez vous à la maison avec une petite équipe, ça c'est tout à fait possible. C'est pour ça que quand moi j'ai fini mes études, tout de suite après je me suis dit que je voulais lancer ma propre marque plutôt que d'aller travailler pour une grande marque ou même repartir en France, travailler pour Dior, Armani ou Gucci ou autre, parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Moi je voulais tout de suite partir et être ma propre boss. Ça c'était tout de suite, ça c'était clair. Et donc c'est ce qui fait vraiment la différence entre habiter ici et même travailler ici plutôt qu'être en France. Donc un lancement plus abordable, une fiscalité qui est plus intéressante aussi. Presque inexistante. Voilà, c'est ça. Et du coup finalement un meilleur tremplin pour les jeunes. Tout à fait. Du coup si on doit parler peut-être un peu des personnes qui veulent se lancer, finalement si tu devais leur donner des conseils, peut-être déjà Dubaï plutôt que la France, est-ce qu'il y a d'autres conseils qui pourraient les aider? Après tout dépend, j'ai envie de dire, tout dépend de leur envie séparée. C'est vrai que quand on est en France, quand on est en Italie, quand on est au Japon, à New York, en Angleterre, voilà, on sait que ces pays-là sont ces villes-là sont des villes de mode. Pourquoi aller à Dubaï? Il faut savoir que Dubaï est, et va être encore plus, un hub. Donc un hub, c'est une ville qui est vraiment en train de se développer au niveau de la mode. Pourquoi? Parce que si on regarde sur une carte et qu'on fait l'analyse entre, on va dire, l'Europe et le Japon, il n'y a rien. Il y a Dubaï. Et en fait, Dubaï est donc un hub parce qu'avec le nombre de transits qui se passent dans les deux sens, les Européens qui veulent aller en Asie, qui doivent forcément passer par un transit à Dubaï, ils passent à Dubaï, ils passent 2-3 jours, et c'est là qu'ils voient, ils achètent, ils sont intéressés, et ça se développe de plus en plus. Donc c'est comme ça que ça commence vraiment à se développer. La deuxième chose, c'est que vu que Dubaï est très éclectique, on est énormément de nationalités, énormément de cultures, et c'est là où on peut vraiment apprendre les uns des autres, se conseiller, être inspiré aussi les uns des autres, se découvrir et faire des choses qui sont complètement différentes. Il ne faut pas non plus se voler la face. Quand on voit la mode en France, oui, certes, Paris est une capitale de la mode, pas de souci, je respecte, je suis tout à fait d'accord, mais quand on voit ce qu'il y a dans la rue, je suis désolée, il n'y a pas de mode du tout. On est ici, toutes les soirées, galas, événements, on pourrait penser en France que c'est trop de bling bling, c'est trop kitsch, c'est trop, mais au moins ces personnes-là, elles s'habillent, elles savent s'habiller. En France, quand il y a des mariages qui se passent, même le bras droit ou le témoin du mari, il arrive en jean. Les gens ne savent plus ou ne pensent plus s'habiller ou pensent plus que c'est un besoin d'avoir une belle pièce dans son armoire ou de dépenser un peu d'argent pour bien s'habiller ou se faire respecter ou autre. Non, en fait s'habiller c'est devenu vraiment c'est juste un besoin en fait. Et c'est pour ça que tout le monde va chez Zara ou va acheter des choses qui sont très peu chères parce que voilà, c'est juste pour s'habiller. Tandis qu'ici, les gens prennent vraiment le temps et s'intéressent à s'habiller, à être élégante, à être toujours bien maquillée. Oui, quand on vient de France, on va se dire, oui, c'est des clowns. Elles sont trop maquillées, elles sont trop coiffées, c'est trop, et c'est trop superficiel. C'est toujours le mot qui revient à chaque fois, c'est toujours superficiel. Mais
Non, quand après on est ici, je trouve que c'est agréable et je suis sûre que si on parle des femmes par exemple, je suis sûre qu'un homme qui vient ici et qui regarde les femmes comme elles sont habillées et qu'elles sont maquillées, il va pas dire non, ça m'intéresse pas, ça j'en doute. Et vice versa avec les femmes et avec les hommes qui sont bien habillés, les chaussures cirées par exemple, bien coiffés, rasés, élégants, c'est quand même beaucoup plus agréable plutôt que le gars qui a la barbe comme ça, qui s'est pas mis du déodorant et qui a les poils qui tombent, quoi. C'est pas très... Donc plus de soins. Plus voilà. de soins ici à Dubaï. Voilà. Et du coup, toi personnellement, dans cette marque, qu'est-ce que tu as voulu injecter finalement? Quelle partie de ta personnalité tu reflètes dans ta marque? La couleur. Non, en fait, la marque a été créée parce que oui, par rapport à ma personnalité, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve qu'en fait, via les couleurs, on ressent tout de suite la chaleur, les émotions, le bonheur. D'ailleurs, je dirais c'est le slogan de la marque. Portez des couleurs et vous aurez toujours le bonheur. Et je trouve qu'en fait, c'est quelque chose que les gens oublient. Le fait d'avoir une pièce de couleur dans son armoire ou de penser à quelque chose de couleur, je trouve que ça change du quotidien. Plutôt que de toujours avoir un jean et un t-shirt, en fait on se pose plus la question. On arrive devant son armoire, on ouvre la porte, on prend le jean, on prend le t-shirt et on s'habille. Non. Tandis que les gens qui ont d'autres choses et qui ont des vêtements colorés, ou même pas forcément colorés, mais même des formes différentes, on va s'asseoir sur le lit, on va se poser la question, aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire ça, qu'est-ce que je pourrais porter? Je pourrais prendre ça, bien avec ça, oui ça peut bien aller, pourquoi pas. Et donc en fait, rien que de commencer une journée comme ça nous met de bonne humeur. Donc ça a été la principale chose auquel on a pensé quand on a commencé Canal Hostal. Et la deuxième chose, c'était de se focaliser sur les finitions du produit. Parce que pour nous, une personne qui achète un produit doit aussi bien être satisfaite du produit à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Par exemple, on enlève une veste de nos épaules qu'on veut mettre sur une chaise parce qu'on va s'asseoir dessus. On veut aussi que la veste soit belle à l'intérieur pour que si les autres personnes pourraient éventuellement voir l'intérieur de la veste pour dire « Oh, waouh, elle est sympa ta veste de l'intérieur ». Oui, on sait, on va pas porter la veste de la recto verso, d'accord, mais c'est aussi bien d'avoir un produit qui a des belles finitions à l'intérieur. Du soin dans les détails. Oui, tout ça c'est tout à fait, enfin en tout cas c'est notre philosophie. D'accord. Ok, bah c'est top sur les couleurs, etc. Si une personne de la vidéo aime vraiment beaucoup, est-ce que déjà tu vends un peu partout dans le monde ou est-ce que tu es limité à Dubaï? Et aussi une deuxième chose, c'est si on a envie de te suivre, où est-ce qu'on peut te trouver? Question. Alors en termes de vente, donc pour l'instant on est basé à Dubaï, donc on peut acheter que à Dubaï, dans cette boutique même qui s'appelle Paulette et qui est à City Walk, Dubaï. Sinon on peut acheter en ligne sur le site internet. Il faut savoir qu'on fait de la femme mais qu'on fait aussi de l'homme, d'accord, et qu'on propose aussi différentes tailles. Donc ça c'est quand même le plus et quand même agréable parce que quand on trouve juste une pièce unique ou qui n'a pas de taille, c'est vrai que pour qu'on puisse toutes rentrer dedans, ça reste quand même un petit peu difficile. Mais sinon, on peut aussi me trouver sur Instagram. Donc je pense qu'on pourra avoir un petit... Bien sûr. Voilà. Je les mettrai déjà en description. Voilà, un petit titre en bas. Et puis sinon, après, si vous avez ce qu'on peut faire aussi de temps en temps pour des clientes qui sont intéressées, quand ils ont une pièce qu'elles aiment beaucoup, ou un tissu qu'elles aiment beaucoup mais qu'elles ont une particularité, enlever les manches, rajouter des manches, des poches, on fait aussi des adaptations de vêtements. Donc s'il y a aussi des personnes qui sont intéressées, c'est aussi ce qu'on fait. D'accord, rendre encore plus unique finalement voilà. les pièces. Un service personnalisé. Super. Et si je devais te demander un petit peu le process de création, toi aujourd'hui, comment ça se passe? Où est-ce que tu trouves ton inspiration? Quelles sont les différentes étapes avant d'arriver à la pièce finale? Alors, il faut savoir que l'inspiration, elle ne tombe pas du jour au lendemain par terre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les tendances donc, de mode qui se passent dans le monde entier. Pour ça, on
on achète ce qu'on appelle des cahiers de tendance, puisque c'est très important, qui sortent des bureaux de tendance. Après, donc on analyse, on regarde ce qui va se passer, comment ça va se passer, les couleurs qui sont intéressantes, quelque chose qui se rapproche quand même à peu près de notre ADN. Parce qu'on va pas, admettons on fait des fleurs, on va pas partir sur des carreaux par exemple, ou sur des choses qui n'ont rien à voir. Donc on analyse tout ça. Après, moi je voyage un petit peu dans le monde pour aller sur des salons et voir les tissus qui seraient intéressants, des nouvelles compagnies. Une des collections sur lesquelles on avait travaillé, on avait fait des pièces qui étaient du plastique qui avait été recyclé de la mer, et après ils avaient fait un fil spécifique sur ça pour pouvoir faire le tissu. Donc déjà on rentre dans le recyclage. Après, ce qu'on essaye aussi de faire, on réessaye de utiliser des tissus qu'on avait pour 2-3 collections, on essaie de les réutiliser pour cette nouvelle collection. Comme ça, au moins, ça nous évite de gaspiller le tissu. Donc voilà. Après, pendant que je suis sur les salons, je commence à faire ma collection, à préparer, à dessiner ma collection. Une fois les échantillons sélectionnés de tissus, moi après j'ai mon équipe qui commence à faire tout ce qui est patron, prototype. Et après, les tissus arrivent et là on fait les pièces réelles. Après, on passe au photoshoot. On met la pièce, le vêtement en situation, qui va forcément avec l'inspiration. Et puis après, ça va dans le magasin. Et c'est vendu. Et aujourd'hui, je la porte. Je vois ça. Du coup, peut-être pour un mot de la fin, parce qu'on entend beaucoup de clichés, on entend beaucoup de choses. Et souvent, les personnes, avant même d'être venues, elles se sont fait un avis grâce au reportage, grâce ou à cause. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet ? Que les reportages sont horriblement faits et ne racontent pas du tout la vérité. Des journalistes qui sont français, habitant en France, qui viennent passer une semaine ici, vont voir les choses totalement différentes comparées à une personne qui habite ici depuis 1 an. D'après ce que j'avais vu des reportages, on parle souvent d'esclavagisme, on parle souvent de tout ce qui est superficiel, etc. Donc ça, en fait, c'est juste que les choses ne sont pas comprises de la même manière ou même analysées. Dubaï n'est pas superficiel, comme on peut le croire. Dubaï a une histoire, sauf que ce qui se passe, c'est que la seule chose qu'on voit dans les reportages, c'est toujours le côté building, l'architecture, tout ça, c'est superficiel, dépenser de l'argent. Non, il n'y a pas que ça. Donc, si vous voulez faire ça, oui, certes, vous pouvez, mais ça, j'ai envie de dire, même à New York, vous pouvez faire la même chose. À Dubaï, il faut savoir qu'avant qu'il y ait tout ça, il y a 10 ans, moins de 10 ans, parce que j'étais là, il n'y avait pas tout ça. Il y avait tous les autres quartiers qui s'appellent Dera, Bourg-Dubaï, les souks, le marchand de poissons, voilà, tout ça. Et c'est pas du tout superficiel parce qu'il y a vraiment une histoire, il y a plein de choses qui se passent là-bas, il y a vraiment une âme, on sent vraiment qu'il y a des choses différentes, tout est en plus au niveau de la sécurité, on se sent tout le temps en sécurité. Voilà, c'est déjà la différence. Après, en termes de Dubaï, c'est cher, c'est beaucoup plus cher, c'est hors de prix. Une fois, j'avais vu le nouveau burger version en or ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Oui, ça c'est dans un seul restaurant qu'on en parle parce que c'est un restaurant qui est dans un hôtel et pour faire sa pub il fait quelque chose de complètement délirant et que voilà. Mais encore une fois, le reporter français va sauter sur l'occasion parce qu'on va en parler à Dubaï. Mais il faut savoir que à Dubaï, on peut manger pour 2 € comme on peut manger pour 200 €. En France, on peut pas manger pour 2 €, c'est pas possible. Rien que déjà, même acheter une baguette de pain ou un croissant, ça coûte déjà 2 €, donc voilà, c'est pas possible. C'est vraiment la différence qui fait entre, en étant ici, c'est vraiment ouvert à toutes sortes d'échelles sociales ou même de personnes qui ne veulent pas beaucoup dépenser ou des gens qui veulent beaucoup dépenser. Je sais que par exemple, en étant ici, on peut aller dans les hôtels, boire un coup
tous les jours. Et ça, même une personne qui n'a pas un énorme salaire peut y aller juste pour boire un coup. Ça va pas lui coûter un bras. Par contre, aller à Paris se faire un afternoon tea, oui, là, ça coûte 150 euros. Donc je pense que comparé à un salaire du SMIC qui est à peu près à 1600 euros, c'est pas possible de faire ça tous les jours. Mais ici, on peut le faire tous les jours. Parce que c'est vraiment ouvert à ce que toutes les personnes puissent y aller et pas dire ah oui, non, comme en France, oui, non, désolé, non, vous n'êtes pas bien habillé, vous pouvez pas rentrer, non, c'est pas possible. Non, je suis plutôt d'accord et je pense qu'on peut partager cette image de se dire Dubaï, c'est l'ouverture à tous les pays du monde finalement, toutes les cultures, c'est l'ouverture à toutes les façons de s'habiller même, toutes les façons d'être et tous les budgets aussi. Je pense qu'on peut trouver de tout à Dubaï et que ce qu'on montre dans les reportages, c'est ce qu'on a envie de montrer. Et qu'il vaut mieux venir sur place. Qui fait vendre, c'est le reportage qui fait vendre. Et qu'il vaut mieux venir sur place faire son propre avis. En tout cas, c'était vraiment riche, tout ce que tu nous as dit. C'était vraiment intéressant. J'espère que tu auras peut-être quelques questions en commentaire auxquelles tu pourras aller répondre directement. Avec grand plaisir. S'il y a des personnes qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Je mettrai tous tes liens en description, donc que ce soit le site web, que ce soit ton Instagram, etc., pour que les personnes qui le souhaitent puissent te suivre et puissent venir te voir peut-être en direct. En tout cas, c'était un grand plaisir. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et puis j'espère à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée.